Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Politique et Économie, d'autant plus ravi que je reçois aujourd'hui Valérie Bugot. Bonjour madame. Bonjour Pierre, merci beaucoup de me recevoir. Alors Valérie Bugot, vous êtes docteur en droit, ancienne avocat fiscaliste, reconvertie dans la géopolitique juridique et économique. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, du Nouvel Esprit des lois et de la monnaie, coécrit avec Jean Rémy, on vous avait déjà reçu à cette occasion. La nouvelle entreprise, les raisons cachées du désordre mondial et Demain dès l'aube, le renouveau, tous ces ouvrages réédités, édités chez Sigest. Alors, je le disais dans votre présentation, vous êtes reconverti dans la géopolitique avec un G majuscule. Ce terme dont vous donnez la définition sur votre blog valeriebugot.fr. Je vous cite, la géopolitique est conçue comme l'étude des stratégies d'approche, d'attaque et de défense militaire d'un État vis-à-vis d'un ou de plusieurs autres. Cette définition, Valérie Bugot, est-elle toujours d'actualité ? Alors, j'ai défini de façon un peu empirique et je me suis fondée sur ce qu'était la géopolitique plutôt ancienne. Parce que j'estime, pour ma part, que la géopolitique a subi deux infléchissements. Enfin, cette définition a subi deux infléchissements. Le premier infléchissement, c'est en 1944, au moment que je situe globalement en 1944, au moment des accords de Bretton Woods, où on a élaboré, où la plupart des pays du monde se sont mis d'accord pour élaborer une monnaie mondiale, qui en l'occurrence a été le dollar. Et puis on créé tout un tas d'institutions financières dans la foulée. Je dirais qu'à ce moment-là précis, la géopolitique s'est déplacée du terrain militaire pour se concentrer sur le terrain monétaire et économique, sans toutefois que la plupart des analystes en aient vraiment conscience. Et je vois actuellement, c'est en train de se produire, une deuxième inflexion du concept de géopolitique qui se déplace et qui va se déplacer de façon immanquable sur le terrain juridique. Parce que, effectivement, pendant toute la période monétaro-économique, le droit existait, bien entendu, mais il était perçu comme un moyen d'action et non pas... on ne s'occupait plus, et ça fait peut-être plus de 100... Enfin, en tout cas, oui, une centaine d'années qu'on ne s'occupe plus des finalités du droit, que la philosophie juridique n'est plus enseignée en tant que matière essentielle, je dirais, même si ça existe quand même plus ou moins encore. Et en réalité, le droit véhicule tout un concept social de valeur, d'élaboration d'une société particulière. Et aujourd'hui, on arrive à un point d'inflexion dans lequel le droit européen va commencer on va devenir plus attentif à ce qu'est ce droit européen et on va se rendre compte, enfin en tout cas, je pense que je participe à cette prise de conscience, que le droit européen n'existe pas, que c'est un amalgame de deux types de systèmes juridiques, le système anglo-saxon et le système de droit continental, que la tendance lourde a été à la fusion du droit continental avec le droit anglo-saxon au profit des valeurs de droit anglo-saxon, mais que la réalité est totalement différente et que, en fait, le seul droit digne de ce nom et qui véhicule des valeurs de vie en commun, c'est le droit continental. Malheureusement, il est en voie de disparition et je pense que la survie de la civilisation européenne passera par la réhabilitation du droit continental traditionnel et en particulier du droit commun qui était de nature civile, parce que le droit commun est civil ou n'est pas. Alors on va parler du droit, Valérie Bugot, puisqu'il en est question sur votre blog, je le répète, valeriebugot.fr. Mais avant, un petit peu d'histoire, je vous cite toujours sur ce blog, de façon subreptice et sournoise, depuis le XVIIIe siècle, nous sommes collectivement entrés dans une ère qui interdit le libre arbitre humain au profit exclusif des puissances financières qui se sont emparées réellement et anonymement du pouvoir. Comment ce changement de paradigme s'est-il opéré ? Alors ce changement de paradigme, il est assis sur deux jambes. La première jambe, ça a été la concentration des pouvoirs monétaires et le contrôle des différentes monnaies
par le biais de l'instauration des banques centrales. Et ce contrôle s'est fait évidemment à l'initiative et au profit de la haute finance, c'est-à-dire des grands banquiers. Ça a été la première jambe. Et la deuxième jambe, c'est une jambe politique qui a consisté, et c'est là où je dis que c'est plus sournois, parce que l'élaboration d'une banque centrale, même si ça ne disait pas son nom, c'était quand même relativement clair. En revanche, le changement de paradigme politique était plus sournois parce qu'il a pris le visage de la démocratie, alors qu'en réalité, il était tout sauf démocratique. Et ça a été l'instauration du parlementarisme représentatif assis sur une pseudo-séparation des pouvoirs qui en réalité était une dissolution du pouvoir politique et qui a permis l'instauration hégémonique de la finance par le biais des partis politiques. Parce que tout ce système fonctionne sur les partis politiques et les partis politiques doivent être financés. Et à partir du moment où tous les intérêts d'une société sont concentrés dans des partis politiques qui sont des organismes pyramidaux, si je puis dire, organisés avec une tête, et que cette tête a besoin de financer, parce que plus il y a d'élections, et c'est un cercle vicieux, parce que plus il y a d'élections, plus on dit que c'est démocratique, et en réalité, plus c'est les financiers, les créanciers des partis qui emportent le paquet. Donc en réalité, ce système politique est une imposture, ça l'a toujours été. D'ailleurs, c'est un système qui est d'origine britannique, et il s'est développé sur un terreau fertile en matière d'impérialisme. Et donc, en fait, ça a été une façon, si vous voulez, de faire disparaître les intérêts politiques au profit des intérêts financiers, mais une façon sournoise parce qu'il n'a pas, évidemment, il ne s'est pas présenté sous cet aspect-là, et il a au contraire crié haut et fort que la démocratie passait par les élections, alors que les élections engendre toujours plus de besoins de financement, et donc c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, et c'est surtout en fait on met en œuvre une réalité qui est à l'opposé de l'illustration, de l'illusion que il y a une différence entre la réalité et l'apparence, si vous voulez. L'apparence se clame être démocratique et la réalité est antidémocratique. Alors, ce contrôle de la haute finance s'est opéré grâce au contrôle de l'or, un contrôle de l'or opéré par les banquiers changeurs du Moyen-Âge. Et vous dites, voilà, cet avènement, ce contrôle de l'or opéré terminera par un gouvernement mondial dictatorial de nature technocratique, entièrement dirigé par les puissances financières dominantes. Qu'est-ce que vous répondez? J'en avais encore un exemple récemment, Valérie Bugeaud, à ceux qui voient là une vision simpliste, voire même, attention, lâchons le mot, complotiste, affirmant que voilà, toutes les nations n'ont pas forcément le même intérêt, l'intérêt à se fondre dans cette structure mondiale. La réponse, c'est qu'aucune nation et aucun intérêt patriotique n'a intérêt à se fondre dans cette structure mondiale. Cette structure mondiale s'est imposée par les deux moyens que je vous ai élaborés un peu plus tôt. Ces moyens ont été des moyens sournois et n'ont jamais demandé l'avis des populations. Donc ça s'est imposé de façon par la bande, si vous voulez, sur le côté. Insidieuse. Oui, insidieuse, sournoise. Donc la question de l'intérêt national et populaire n'est pas posée dans la mesure où, en fait, l'intégralité des appareils politiques ont été captés au profit des financiers. Et ça, c'est vrai dans nos pays, mais c'est vrai dans la plupart des pays du monde, parce que le système du parlementarisme représentatif fondé sur des partis politiques et une pseudo-séparation des pouvoirs s'est malheureusement répandu comme la peste sur le monde et qui a généré, en fait, cette suprématie financière. Donc en réalité, si vous voulez, la question du nouvel ordre mondial ne se pose quasiment plus, puisque l'intérêt commun des financiers est déjà établi par l'imposition de ces régimes politiques. La seule chose qu'il leur reste à vérifier et sur lequel il faudra faire des réglages, c'est qu'il peut y avoir par-ci par-là des intérêts personnels de certains dirigeants qui s'opposeraient, etc. Mais bon, historiquement, on sait que les oppositions ont souvent... finissent, quand elles ne sont pas réglées, elles finissent par disparaître dans la mesure où les personnes qui posent problème elles-mêmes disparaissent, soit de la vie politique, soit de la vie physique.
Donc, sur la nature dictatoriale de ce gouvernement mondial, est-ce que vous pouvez en dire un mot? Oui, enfin, le caractère dictatorial vient du fait qu'il n'y a plus de contre-pouvoir en réalité, que nos institutions sont organisées autour d'une... comment dirais-je, d'un consensus qui est généré par la haute finance. Si vous voulez, les intérêts contradictoires qui traversent une société, qui sont des intérêts politiques au sens propre du terme, ne sont plus représentés. Et donc, c'est par essence dictatorial dans la mesure où il n'y a plus d'opposition effective, réelle dans nos... Alors, je modère ça parce qu'effectivement, tant qu'il y a eu une opposition externe avec un bloc de l'Est et un bloc de l'Ouest, il y avait une opposition qui se reflétait chez nous. Mais à partir du moment où cette opposition externe a disparu, ça a mis en lumière le fait que dans nos propres institutions, il n'y a plus de contre-pouvoir. On s'en aperçoit d'ailleurs beaucoup ces derniers temps. Évidemment. Avec le Conseil scientifique et le Parlement qui est complètement évacué des décisions. Bien sûr, mais historiquement, on découvre aujourd'hui avec effarement cette réalité, mais cette réalité a toujours existé. Je dirais que le 19e et le 20e siècle sont émaillés d'événements de corruption, d'affaires qui sortent, etc. Donc en réalité, ce qu'on découvre aujourd'hui existe de façon endémique depuis fort longtemps. Mais en effet, cette opposition externe qui nous venait des blocs de l'Est et des blocs de l'Ouest, si vous voulez, lissait un peu le fait que, cachait, déguisait le fait que dans nos propres institutions internes, nous n'avons plus de contre-pouvoir effectif. Tout l'appareil d'État est tourné autour des satisfactions de l'exécutif, et l'exécutif est une émanation des pouvoirs politiques, des partis politiques qui ont gagné les élections. Et donc ces partis-là sont financés, on en revient toujours à la même... Alors, au-delà d'imposer leur empire politique et financier, vous affirmez que les tenants d'un nouvel ordre mondial souhaitent édicter aussi une religion mondiale. Quels en seraient les dogmes? Oui, alors, écoutez... En filigrane, j'ai l'impression que cette religion, elle existe déjà. C'est la religion, le culte de l'argent tout-puissant, le culte du tous contre tous, la concurrence universelle et généralisée sur tous les sujets. C'est un peu, je dirais que son slogan, c'est In Trust We Believe. Et l'Union européenne en est un exemple. L'Union européenne, c'est une émanation, en fait... Cette concurrence débridée entre les États, alors qu'on les voulait solidaires. Oui, la concurrence, elle est issue de l'idéologie selon laquelle il faut la liberté du commerce. La liberté du commerce génère de la concurrence, et la concurrence génère de l'accaparement, puisque c'est toujours les gros qui bénéficient des règles du jeu qui ont été élaborées pour eux, finalement. Ça, c'est l'idéologie capitaliste dont vous êtes en train de parler. Oui, justement, on y reviendra, parce que, c'est un sujet. Je réfute le terme d'idéologie, parce que l'idéologie qui séparait, si vous voulez, de concepts intellectuels fumeux est en réalité la mise en œuvre exclusive d'une hégémonie, d'une domination financière qui ne voulait pas dire son nom et qui a trouvé tout un tas de subterfuges dont l'idéologie fait partie pour s'imposer dans le monde de façon anonyme. Donc il ne s'agit pas d'idéologie, il s'agit d'hégémonie et d'une volonté hégémonique radicale. Et cette volonté, elle ne date pas d'hier. Aujourd'hui, on arrive à son aboutissement, si vous voulez. Le système est mature pour passer à autre chose. Mais c'est un système hégémonique. Et ça, faudrait quand même que les gens arrivent à le comprendre. Restons un moment sur cette notion de droit anglo-saxon avec vous, Valérie Bugeaud. Vous voyez dans ce droit anglo-saxon et son pendant, la City de Londres, l'alpha et l'oméga de cette volonté mondialiste. Alors, il faut revenir un peu en arrière dans l'histoire pour comprendre deux choses. Le droit en Europe est le résultat, en fait, d'une forme de symbiose qui s'est faite entre la structure de droit romain qui préexistait et tous les apports du droit canon par les grands légistes de droit canon dès le haut Moyen-Âge qui ont théorisé, conceptualisé la notion d'individu, les rapports de l'individu au groupe, les rapports de l'individu à l'autorité, les rapports de l'individu à l'État. Exactement. Toutes ces notions-là sont des apports du droit canon.
Et en 1531, donc ça c'était traditionnellement la façon dont le droit, si vous voulez, et puis il était, une fois de plus, je reprends l'image des deux jambes, parce que ce droit était assis sur deux jambes, c'est-à-dire que vous aviez le pouvoir temporel qui avait lui-même une capacité législative, et vous aviez le pouvoir spirituel, en l'occurrence l'Église catholique, la papauté, oui. qui avait aussi des capacités législatives et qui avait beaucoup conceptualisé ces capacités législatives, ce que n'avait pas vraiment fait le pouvoir temporel, qui œuvrait de façon un peu plus décousue, si je puis dire. Donc, à partir de 1531, le roi Henri VIII, pour des raisons tout à fait personnelles, donc pas du tout conceptuelles... Le roi britannique Henri VIII, Le roi britannique, pardon, a décidé de s'émanciper de la papauté pour créer sa propre église réformée, donc à mi-chemin entre le catholicisme et le protestantisme. Oui, il avait quelques problèmes avec ses femmes. Oui, c'est ça, exactement. Donc pour des raisons, je dirais, toutes personnelles, les conséquences ont été... politiques, mais ont été énormes. Enfin, ça a été vraiment une révolution dans la façon de concevoir le droit, puisque à partir du moment où l'archevêque de Canterbury représentait, si vous voulez, le pouvoir spirituel britannique, et que cet archevêque était nommé directement par le roi, eh bien, vous aviez le pouvoir temporel qui avait pris le contrôle du pouvoir spirituel. Et donc, il n'y avait plus les deux jambes que j'évoquais tout à l'heure. Au niveau législatif, tout était concentré dans les mains du pouvoir temporel, en l'occurrence le roi. Un peu moins de 100 ans plus tard est arrivé Cromwell, qui a, lui, si vous voulez, cristallisé... Renforcer tout ça, oui. Non, il n'a pas renforcé ça. Il a cristallisé, en réalité, les volontés impériales qui déjà commençaient à poindre, les volontés britanniques impériales. Et en cristallisant ça, il a appuyé le développement donc du Commonwealth républicain, c'est comme ça que ça s'est appelé, il a appuyé le développement de l'Empire britannique sur le pouvoir de la finance. Et donc, peu à peu, à partir de Cromwell, le pouvoir, ce qu'on appelait le pouvoir temporel, donc le pouvoir politique, s'est déplacé du côté des financiers. Puisque vous savez que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Donc à partir du moment où vous adossez le développement impérial sur la finance, il arrive un moment où la finance prend le contrôle sur le pouvoir politique. Et c'est ce qui s'est passé. Donc si vous voulez, ces deux événements-là ont fait que l'Empire britannique, le droit a été un moyen pour l'Empire britannique d'imposer ses vues, et le droit est devenu un outil, si vous voulez... non pas d'organisation de la société, mais un outil pour imposer un instrument qui a été utilisé pour imposer la volonté des plus puissants, c'est-à-dire des financiers. Et ça, oui, alors après, ça s'est matérialisé, enfin, pas après, mais au fur et à mesure du temps, ça s'est matérialisé sur, effectivement, le pouvoir financier s'est matérialisé autour de la City de Londres. Voilà, en effet. Et je dirais, je ne sais pas si on a un peu le temps de détailler un peu, mais l'équivalent de 1531, de ce qu'a été 1531 pour la Grande-Bretagne, pour l'Empire, enfin pour l'Angleterre transformée en Empire britannique, l'équivalent de ça pour le continent européen et pour le monde catholique, ça a été 1929, les accords du Latran, où là, vous avez à nouveau, et c'est le même schéma qui se reproduit, le pouvoir temporel qui prend intégralement, qui achète, qui prend le contrôle du pouvoir spirituel. La création de l'État du Vatican. Absolument, la création de l'État du Vatican. À partir de cette date... Par Mussolini. Oui, c'est Mussolini qui a été le vecteur de ça, mais la finance est d'origine anglo-saxonne, en fait. C'est les financiers anglo-saxons qui ont pris le contrôle, en fait, du pouvoir de la papauté. Voilà. Et ça a été un contrôle matériel. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est important de mettre ces deux dates en parallèle parce que ça explique l'évolution de la Grande-Bretagne, explique l'évolution de la Grande Europe, si vous voulez. Quelque part, on peut l'appeler comme ça, la volonté impérialiste de l'Union européenne, qui s'inscrit évidemment dans le développement du nouvel ordre mondial. On va reprendre notre souffle et revenir après la pause.
Toujours avec notre invitée Valérie Bugeaud. Valérie Bugeaud, pour bien que nos téléspectateurs comprennent le fondement juridique de la société actuelle. Voilà, vous dites que le droit anglo-saxon donc aurait pris le pas sur notre droit, le droit continental. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre les deux ? Alors, le droit anglo-saxon est entièrement conçu, si vous voulez, comme un instrument, un moyen d'action au profit des puissances financières, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et donc, il s'est fondé historiquement sur le développement du droit maritime et du droit commercial. Donc, sa tendance naturelle, c'est d'être commercialiste. Et au contraire, le droit continental traditionnel était un droit de nature civile, un droit commun, donc qui s'applique à tous, sans exception au départ, fondé sur la capacité à organiser le groupe, à organiser la vie en commun et donc organiser la politique. Donc c'est un moyen d'action, si vous voulez, au profit de la politique. Alors que le droit anglo-saxon est un moyen d'action au profit de la finance, ce qui est tout à fait différent, voyez-vous. Donc ces deux droits ont une nature et ont une finalité qui n'a rien à voir dès le départ, dès que les développements impérialistes de l'Empire britannique se sont faits, comme je l'ai élaboré au-dessus, enfin un peu plus tôt. Ce qui se passe, c'est que étant donné que cet empire britannique s'est transféré, vous savez, au cours du XXe siècle dans l'empire américain, le droit anglo-saxon est resté une arme au profit des mêmes puissances, c'est-à-dire des puissances financières, pour élaborer, si vous voulez, le droit international. Donc, et l'extraterritorialité des lois américaines qui en découlent. On parlera après de ça. Mais bien que, si vous voulez, que le droit international se soit paré de vertus humanitaires, de paix politique et de paix militaire, la réalité, c'est que le droit international tel qu'il s'est élaboré tout au long du XXe siècle est en fait une émanation de cette hégémonie financière. Démocratie, droits de l'homme, tout ça. Oui, mais ça, c'est toujours pareil. C'est comme le capitalisme, si vous voulez. C'est des mots qui ont été mis comme des enveloppes idéologiques pour, en fait, cacher la réalité, déguiser la réalité de l'hégémonie financière qui se cache derrière. Donc, et puis, un des objectifs essentiels de ces financiers, ça a été justement de supprimer le droit continental en tant qu'il était un représentant du pouvoir politique réel. Et pour ce faire, il y a eu plein de gens qui se sont occupés à faire évoluer le droit continental, en tout cas le droit civil chez nous, de façon à le rendre compatible avec le droit commercial. Alors justement, et ça a été sur le modèle de la propriété économique. Comment elle se traduit, cette soumission du droit continental par le droit anglo-saxon ? Elle se traduit par la chose suivante, c'est que le droit civil a évolué, s'est modernisé. Alors ils disent modernisé, mais la réalité c'est qu'il a évolué pour devenir du droit commercial. Donc on a un droit commun qui devient un droit commercial, alors que le droit commun était un droit civil. À quel moment ça ? Ça s'est fait au fur et à mesure du temps, et je dirais que la période la plus Le Code de commerce de Napoléon ? Alors effectivement, le Code de commerce de Napoléon entre dans cette tendance lourde. C'est-à-dire que Napoléon, il a voulu, si vous voulez, utiliser les armes de l'adversaire pour tirer des bénéfices personnels en établissant des règles qu'il pensait être des règles propres. Alors c'était partiellement vrai, mais la réalité c'est que la tendance de fond n'était pas donnée par lui et que quand on utilise les règles de l'adversaire, on est perdant à tous les coups. Mais ça, il ne l'a pas su lui-même, mais il a déjà élaboré la Banque de France, créé la Banque de France et ensuite créé le Code de commerce pour singer si vous voulez, les Britanniques, alors que ce sont les Britanniques qui avaient le contrôle réel de toutes ces institutions. Mais à l'origine, son but était quand même d'essayer de se sortir. Oui, mais justement, ça c'est intéressant parce qu'en essayant de se sortir des griffes de l'adversaire, en utilisant les armes de l'adversaire, on voit que ça ne marche pas. Donc, avis aux amateurs de politique actuelle, dans le monde entier, on est en plein dedans. Si vous utilisez les armes de votre adversaire, vous ne gagnerez jamais, parce qu'ils sont beaucoup plus armés que vous, et ils connaissent beaucoup mieux les méandres du système qu'ils ont créé que vous, et ils vous dépasseront toujours.
Donc ça, c'est intéressant à souligner. Donc cette soumission, elle s'organise de deux manières. Et vous dites, voilà, elle est d'ordre, la première attaque institutionnelle. Ah oui. Alors effectivement, le droit continental tel que nous l'entendions traditionnellement, et en particulier en France, parce que la France a été un très beau représentant de ce droit continental. Elle l'a poussé à sa puissance, à son rayonnement maximum, si vous voulez. Et il y a eu 4 attaques, donc 2 qui sont d'ordre institutionnel et 2 qui sont d'ordre conceptuel. La première attaque, c'est ce dont on parlait au début d'émission, oui. C'est-à-dire le changement dans la façon de faire le droit et qui s'est cristallisé, enfin qui s'est fait au moment de l'imposition du parlementarisme représentatif. Parce qu'un régime qui tourne autour du Parlement et dont la seule fonction est de créer du droit, en fait, est antinomique avec le droit. Parce qu'un organisme qui a pour fonction de créer du droit n'aura de cesse que de surenchérir sa mission, si vous voulez, pour montrer sa puissance, pour développer sa puissance et son contrôle. Donc en réalité, c'était le gage de droit superfétatoire, si vous voulez, de règles. Ça s'est opéré à peu près sous Louis-Philippe, quand le roi de France a cessé d'être le roi de France pour devenir le roi des Français avec un régime constitutionnel. Ça s'est opéré à plusieurs moments. À partir du moment où le parlementarisme représentatif s'est imposé, alors vous avez eu la première constitution, la deuxième qui n'ont pas tellement donné grand-chose. Après, vous avez eu le directoire, vous avez eu le consulat, le directoire empire. Et puis après, effectivement, les choses se sont peu à peu mises en place. Ouais. Voilà, ça ne s'est pas fait effectivement du jour au lendemain. Mais les velléités étaient là à partir du moment où la Révolution française a émergé, si vous voulez. Et l'attaque suprême, c'est l'institution. Alors après, on a eu une deuxième attaque qui est d'ordre conceptuel, et là, c'est au début du XXe siècle, et c'est par l'imposition de la théorie pure du droit de Hans Kelsen. Parce que Hans Kelsen a supprimé, si vous voulez, a imposé la notion de droit positif en tant que tel, en supprimant l'adossement du droit au droit naturel. Donc le droit est devenu que les règles que l'homme édictait. En l'occurrence, c'est pas l'homme, c'est le Parlement. On est d'accord. Donc la troisième évolution est elle-même d'ordre institutionnel, comme la première. Et là, on arrive dans des institutions européennes. Sachant que le Parlement de l'Union européenne n'a strictement rien à voir avec les parlements. Donc on garde toujours, parce que si vous voulez, ils gardent toujours la même dénomination, mais pour des réalités différentes. Le Parlement en Union européenne n'a pas l'initiative des lois, donc c'est pas lui qui fait la loi. Qui fait la loi, c'est la Commission, alors il met plus ou moins son grain de sel, mais c'est relativement récent, et c'est les réunions de chefs d'État et de gouvernement au sein de différentes institutions, en particulier économiques et financières. Vous avez la réunion d'ECOFIN, donc les ministres des 27 États membres qui se réunissent. Qui fixent les GOPÉ, ce qu'on appelle les GOPÉ, vous vouliez... Exactement, qui fixent les GOPÉ. Alors là, je voulais aussi encore démystifier cette histoire de GOPÉ qui est insupportablement mise en avant. Les grandes orientations de politique économique. Ouais. Économique européenne. Ouais. Si vous voulez, ces GOPÉ sont élaborés au sein d'ECOFIN. Et ECOFIN, qu'est-ce que c'est? C'est la réunion des ministres des Finances et de l'économie et des finances de l'Union européenne. Qui fait la loi et qui fait le beau temps dans cette organisation-là? C'est les Allemands, les Français et c'était évidemment les Italiens et les Anglais. Les Anglais sont partis, on n'en parle plus. Maintenant, les Italiens sont en très grave difficulté. Techniquement, c'est toujours les Français et les Allemands qui avaient le dernier mot, enfin en tout cas qui étaient des metteurs en scène ou des maîtres d'œuvre de ces politiques-là. Donc c'est une escroquerie de dire que les GOPÉ sont imposés aux États membres. Oui, enfin sont imposés aux États membres, mais ça vient quand même de la France et de l'Allemagne en priorité. Donc c'est plutôt la France et l'Allemagne qui imposent leurs règles internes à l'ensemble des États membres. C'est plutôt ça qu'il faudrait dire. Et d'autre part, j'insiste quand même sur la chose suivante, c'est que les GOPÉ, par exemple, entre 2014 et 2016, si vous les reprenez, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la mise en œuvre du rapport Attali de 2007.
Qui avait mis les coiffeurs dans la rue, les chauffeurs de taxi. C'est une escroquerie de dire que l'Union européenne s'impose aux États membres. Certainement pas en France. C'est en France que c'est une escroquerie de dire ça, puisque ce sont les Français, les Allemands et les dominants économiques qui imposent en réalité, par leurs exécutifs qui sont affiliés à la finance, comme je l'ai démontré plus haut, qui imposent leur volonté hégémonique à l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc il faut arrêter. Alors on peut même pas dire qu'on peut pas... Je parle d'exécutifs pour me faire comprendre, d'exécutifs locaux, français, allemands. Mais en réalité, ce ne sont plus des représentants du pouvoir politique. Ces gens-là sont une émanation du pouvoir financier global. Donc, ce rapport Attali-Valérie Bugeaud, est-ce que vous l'avez théorisé avec cette notion, avec cette notion d'intrusion de la fiducie en droit français, donc à la fin des années 2000, grâce à une pression sur les élus de la République, c'est quoi la fiducie? Alors, parlons-en de la fiducie parce que ça crée il faut être clair sur cette histoire. Le droit français se passait parfaitement de fiducie, autant pour l'organisation de la gestion du patrimoine, en termes de cession, en termes de sûreté, de droit des sûretés, on vivait très bien sans fiducie. La fiducie, qu'est-ce que c'est? C'est l'intervention d'un tiers entre le cessionnaire et si vous voulez, entre celui qui bénéficie des opérations et celui qui crée la fiducie, entre le constituant et le bénéficiaire réel. Donc, en fait, ça crée une certaine opacité et ce n'est pas du tout par hasard que ce soit la fiducie, en fait, en anglais on dit trust, qui se soit imposée pour servir, si vous voulez, la liberté de circulation des capitaux que les dominants financiers et économiques ont imposé. Parce qu'il y a un niveau d'opacité qui est supérieur par rapport au niveau d'opacité que nous connaissions, nous, où les responsabilités des uns et des autres étaient très clairement établies, tant au niveau de la cession des patrimoines qu'au niveau de leur gestion et même au niveau de la gestion des sûretés. Donc, si vous voulez, c'est pas quelque chose de tout à fait anodin. Quel rapport avec les paradis fiscaux? Alors, les paradis fiscaux, vous savez que je l'ai longuement détaillé dans un article qui est dans mon livre « Les raisons cachées du désordre mondial », que j'ai intitulé « Géopolitique des paradis fiscaux ». En 2009, et ça a été à l'initiative de l'OCDE avec, évidemment, on avait à l'époque Nicolas Sarkozy en première ligne, il y a eu une grande offensive pour lutter, soi-disant, contre l'évasion fiscale, les paradis fiscaux. En réalité, c'est une... Oui, voilà, aujourd'hui, ça n'existe plus, tout le monde l'a constaté. C'est une imposture. Ça a été en réalité un coup de force des paradis fiscaux, des financiers anglo-saxons, donc qui avaient organisé toute la finance sous forme de trust, anonyme, en général anonyme, si vous voulez, pour prendre le contrôle des actifs qui étaient dans les paradis fiscaux sous forme de compte numéroté et qui étaient sous contrôle étatique, qui étaient encore sous contrôle étatique. Et donc ça a été un coup d'État de la finance britannique, si vous voulez, de la finance globalisée de type anglo-saxonne sur la finance mondiale pour reprendre le contrôle des paradis fiscaux via justement l'instauration du trust. Et pour que ça fonctionne, il fallait que, évidemment, le trust soit reconnu dans tous les États. C'est la raison pour laquelle, avant même c'est là où on peut parler quand même un peu de complot, parce qu'en tout cas de plan organisé, puisque nous avons vu en 2007 l'intervention de la fiducie en France, je crois que c'est une loi du 19 février 2007, et en fait cette histoire de contrôle total des paradis fiscaux et de l'argent qui circule dans les paradis par la finance anglo-saxonne a eu lieu en 2009, à partir de 2009. Donc si vous voulez, ils ont préparé le terrain en France pour pouvoir rentrer dans ce grand magma financier global qu'ils ont élaboré quelques années après. Donc la France est toujours dans les mauvais coups, tête de pont. Et je rappelle quand même la chose suivante, il faut quand même avoir en tête la synchronicité entre la trahison juridique que constitue l'intervention de la fiducie en droit français et la trahison politique que constitue la signature du traité de Lisbonne par les chefs d'État des 27 États membres en 2007, à la fin de l'année, je crois que c'est le 13 décembre 2007, oui, de la même année.
Donc, si vous voulez, quand vous avez une trahison juridique, la trahison politique n'est jamais très loin. Ces deux trahisons, ces deux félonies fonctionnent en osmose. Qui est-ce qui est derrière cette félonie? Est-ce qu'on peut parler de cette notion de l'État profond? C'est quoi l'État profond? C'est la haute finance C'est la haute finance globalisée d'origine britannique. C'est l'inspection des finances en France? Ça, ce sont des relais, si vous voulez, des relais prétendument politiques, parce que tout a été... J'espère avoir réussi à faire comprendre qu'en réalité, l'intégralité de nos États fonctionne au bénéfice de la haute finance. Et ça, c'est par l'intermédiaire des partis politiques, etc. Donc, c'est un schéma global, si vous voulez. À partir du moment où l'État est au service de la haute finance, c'est ça l'État profond. C'est qu'en réalité, les hommes politiques que vous pensez élire sont des hommes de paille qui ne sont que des voyageurs représentants placiers, des commerciaux, des metteurs en scène, des donneurs d'ordre qui sont les financiers. Exemple de cette... Et là, on en a un exemple avec Macron, qui vient quand même de la banque Rothschild, donc de la grande finance internationalisée, et qui n'est qu'un exécutant local, si vous voulez. Maintenant, ça devient évident, mais moi, je le dis depuis longtemps, puisque ce principe existe depuis longtemps. En fait. Exemple de cette mise en œuvre, Valérie Bugeaud, la République française, c'est une information qu'on voit sur le site société.com, site web d'information légale sur les entreprises françaises, c'est quand même assez extraordinaire. La République française est enregistrée à l'INSEE d'une façon similaire à une entreprise commerciale. Oui, avec un numéro de sirène, un numéro SIRET réservé aux entreprises et même un numéro de TVA intracommunautaire. Oui, ça veut dire la chose suivante, ça veut dire que la France est en voie d'anglo-saxonisation, si vous voulez. Ça veut dire que c'est la start-up France. Oui, ça c'est cher à nos actuels dirigeants, mais si vous voulez, ça veut dire que les institutions politiques françaises, qui étaient des institutions politiques, qui n'ont jamais été autre chose que des institutions politiques, sont en train de devenir des institutions, si vous voulez, commerciales, sur la mode britannique de la commercialisation de tout. Et ça, si vous voulez, c'est un signe, parce qu'au moment où ça s'est fait, j'ai écrit un article dessus, ça n'avait pas d'incidence réelle, parce que, si vous voulez, la monnaie avait été plus ou moins récupérée, le contrôle monétaire en France avait été plus ou moins récupéré grâce au CNR par des entités politiques. Le Conseil national de la résistance. Voilà, donc plus ou moins, mais bon, il y avait quand même un noyau dur de forces politiques derrière le contrôle monétaire. Ce noyau dur a été dissous par si vous voulez, l'action de compradors cachés dans les institutions françaises qui se sont chargés de transformer justement si vous voulez, ce contrôle monétaire pour le transférer auprès de financiers, de créanciers. Enfin, c'est là où la monnaie a été transférée la création monétaire a été transférée dans les banques, ça existait déjà, mais ce qui a été nouveau, c'est le financement des besoins de l'État par des créanciers privés. Donc, si vous voulez, tant que ça ne s'était pas mis en œuvre, c'est vrai qu'une inscription au registre du commerce n'a pas de sens. Mais à partir du moment où toute la machinerie lourde commence à reprendre le contrôle financier, la machinerie lourde financière commence à reprendre le contrôle, et ça s'est fait déjà dès les années 60, mais encore plus quand De Gaulle est parti, eh bien, à ce moment-là, effectivement, ça a pris du sens. Cette inscription commercialiste de nos institutions, qui n'existait pas, je le répète, ni en France, ni en Europe, ni dans tous les pays qui avaient adopté le système de droit continental et le code civil français. D'accord ? Donc ça n'existait pas. Et c'est en train, effectivement, d'être mis en œuvre aujourd'hui. Donc c'est là où je vous dis que le droit français est en train d'être anglo-saxonisé, est en train d'être colonisé par ce droit instrument de puissance au profit des financiers qui est d'origine britannique. Continuons notre montée en puissance avec Valérie Bugeaud, mais avant, à la pause. Continuons notre démonstration avec notre invitée Valérie Bugeaud. Ces puissances financières anonymes depuis quelque temps, Valérie Bugeaud, ont mis en œuvre un système économique mondial leur permettant de contrôler les technologies. On le voit un petit peu avec les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Microsoft et j'en passe. Il y en a beaucoup. Au-delà de la censure qu'utilisent ces entreprises, jusqu'où leurs armes peuvent aller?
Alors, je voudrais recentrer un peu le débat sur ce sujet de concentration, de contrôle, parce que vous évoquez les GAFAM, mais il y a aussi le contrôle des médias. En fait, c'est un système, et ce système est à tort appelé capitaliste. Et je dis à tort, je le dis exprès, pour faire comprendre que derrière l'idéologie qui a été mise en œuvre sous ce vocable, est en réalité non pas de l'idéologie, mais de la volonté hégémonique des banquiers. Et ça, il faut quand même le comprendre, des banquiers, des financiers, des banques gens commerciales. Oui, exactement, des grandes banques commerciales, pas toutes. Parce que, vous savez, dans les banques commerciales, il y a ceux qui obéissent et ceux qui décident, c'est comme partout, hein. Donc, si vous voulez, c'est une volonté hégémonique, et cette volonté hégémonique, elle s'est parée de respectabilité en développant des théories économiques, juridiques, des théories fumeuses pour cacher en fait sa réalité qui est une réalité hégémonique. Et ça, c'est très important de le comprendre. Donc ça a permis, si vous voulez, de créer des divisions à l'intérieur de la société, cette idéologie, parce que ça a monté, si vous voulez, des gens qu'on a artificiellement fait passer du côté des capitalistes, alors qu'en réalité, et aujourd'hui, ça va devenir une évidence bientôt pour tout le monde est perdant à ce jeu capitaliste, y compris les grands capitaines d'industrie, du reste, qui se sont fait récupérer par la finance. En fait, ce capitalisme n'a été mis en œuvre que pour une chose, développer l'anonymat, développer la grande concentration, l'existence de conglomérats économiques. Favoriser les gros. Favoriser les très gros, mais quand je dis conglomérats économiques, c'est de type oligopolistique, voire monopolistique. Parce que quand on regarde un peu dans les oligopoles, quand on va chercher un peu qui sont les actionnaires décisionnaires, souvent on trouve un peu les mêmes personnes. Donc c'est un monopole plus d'apparence que de réalité, si vous voulez. C'est un oligopole plus d'apparence que de réalité, alors que derrière, il y a quelques personnes, quelques familles, si vous voulez. Donc c'est toujours, on en revient à cette haute finance. Et ça a été mis aussi en œuvre pour séparer, pour casser le lien que le droit continental avait établi entre pouvoir et responsabilité. Ça a été aussi mis en œuvre pour dégager toute responsabilité des décideurs. Donc en fait, c'est une imposture. Ce qu'on appelle capitalisme est une imposture intellectuelle pour établir justement toute cette hégémonie, une hégémonie gratuite, sans aucune contrepartie politique, sans aucune contrepartie en termes de responsabilité juridique et politique. C'est pour ça que, Valérie Bugeaud, vous vous opposez, en tout cas vous critiquez un petit peu ceux qui s'attaquent à ce pouvoir dit des juges. Mais bien sûr, parce que là, on est dans l'imposture de l'imposture. Qu'est-ce que c'est que le pouvoir des juges ? Ça fait partie du pouvoir exécutif. Si vous voulez, vous avez l'exécutif, législatif et judiciaire. Oui. Le judiciaire fait intégralement partie du pouvoir exécutif. Et l'exécutif, je l'ai expliqué. Le ministère public, le parquet, c'est le ministère de la Justice. Mais l'État tel qu'on le conçoit, l'État politique prétendument politique tel qu'on le conçoit actuellement, est une imposture au service exclusif de la finance. Donc, si vous voulez, dire qu'à l'intérieur du pouvoir exécutif, il y aurait un gouvernement de juges, enfin, c'est grotesque. Enfin, c'est juste grotesque. En fait, le gouvernement de juge, il est au même service que tous les autres pouvoirs de l'État. Je sais qu'il y a beaucoup de lassitude en ce moment autour du Covid. C'est un sujet qui a tendance un petit peu à stagner. Et pourtant, je pense qu'il faut continuer à en parler puisque c'est tellement prégnant et on assiste à la mutation, non pas du Covid, mais du système dit politique. Et qu'est-ce que vous pensez de la gestion du gouvernement ? En fait, la gestion du gouvernement, elle est ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans une perspective longue de domination de la finance, de la haute finance globalisée, et qu'elle n'est que cette émanation-là. Enfin, je veux dire, il n'y a pas l'État, finalement, est dans son rôle tel qu'on l'a déterminé par les institutions. Oui, il exécute, en fait. Il exécute, il est un exécutant au bénéfice de cette haute finance globalisée. Donc je ne suis pas surprise, si vous voulez, de la traduction politique qui a été donnée par les instances qu'on peut appeler politiques, mais par les pouvoirs exécutifs de nos pays, qui ne sont pas des instances politiques, étant donné que les États ne sont plus des entités politiques.
Donc, si vous voulez, c'est une continuité. Il n'y a pas de rupture avec cette crise de la Covid. En revanche, la crise du Covid va être utilisée pour passer à l'étape d'après. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont organisé leur toute-puissance cachée, maintenant, ils veulent se montrer au grand jour et établir un gouvernement qui leur soit totalement dédié. Et alors, là, on passe à l'étape d'après. Et là, les outils pourris, par exemple, on entendait récemment le président Macron évoquer l'instauration de ce qu'il appelle un pass sanitaire. Alors, on parlait du passeport sanitaire. Pass sanitaire, c'est peut-être un peu plus cool. Oui, alors justement, c'est là où je voulais en venir. Vous faites le lien avec ce que je voulais dire. C'est qu'en réalité, tous les instruments qui ont été utilisés avant vont devenir obsolètes, y compris le capitalisme, la prétendue liberté, parce que j'ai oublié de dire tout à l'heure que le capitalisme, en fait, c'est une imposture. Pourquoi ? Parce que ça permet de faire disparaître toute responsabilité, ça permet de faire passer pour légitime l'accaparement dont toutes les sociétés et toutes les civilisations pour lesquelles toutes les civilisations ont lutté. Et ça permet si vous voulez, de faire croire que la liberté du commerce, c'est la liberté. Non, le capitalisme, c'est la liberté du commerce, point barre, pas la liberté tout court. Et si vous voulez, il y a une organisation de confusion dans l'esprit des gens. Et quand vous me parlez de cette crise sanitaire, en réalité, c'est le moment où, en fait, les puissances dominantes abandonnent leurs outils antérieurs. Abandonne le capitalisme comme outil de domination, puisqu'il a servi, il a fait son temps, et maintenant il est temps de passer à autre chose. Et nous allons rentrer maintenant dans la dictature verte. Vous savez ce que c'est ? C'est la dictature au profit toujours des pollueurs. En fait, ce sont les pollueurs qui imposent leurs règles. Il faut quand même que les gens se réveillent et commencent à comprendre qui fait quoi dans ce contestation du système. Pouvoir, Valérie Bugeaud, nécessaire pour ne pas nous voir imposer ce fameux grand reset. Quelle définition est-ce que vous donnez à ce projet, projet proposé par Klaus Schwab, le président du Forum économique mondial ? Bon, alors, effectivement, ça a été annoncé en grande pompe officiellement et à grand renfort médiatique. Le Great Reset est porté par Klaus Schwab de Davos. Mais Davos n'est que le dernier avatar de cette longue marche, si vous voulez, des financiers pour acquérir le pouvoir hégémonique total. Donc là, on arrive effectivement à l'étape ultime où ils sont prêts à basculer sur le pouvoir officiel et qui sera ouvertement dictatorial. Ils ne ne s'embarrasseront plus, si vous voulez, de choses, de faux semblants tels que la liberté, la démocratie, tout ça. Maintenant, ils sont prêts à abandonner tout ça et qu'on sache clairement à qui on a affaire. Mais si vous voulez, cette dictature sanitaire rentre dans... En fait, c'est le point charnière. C'est la charnière qui permettra de basculer de l'ancien système où il fallait encore se cacher un peu au nouveau où les financiers ne se cachent plus. Et qui vont user donc de cette révolution verte ? Ils vont utiliser cette crise sanitaire pour imposer si vous voulez, leur nouveau système qui est dictatorial par essence, puisque c'est un système, un système hégémonique dans lequel il n'y a aucun contre-pouvoir. Donc il est dictatorial par essence, par structure, par construction, si vous voulez. Vous disiez tout à l'heure, Valérie Bugeaud, qu'il fallait que les gens se réveillent ou comme disait Pierre Hillard, se dégèlent un petit peu le cerveau. Comment les amener, nos concitoyens, nos compatriotes, à prendre conscience de cette forme de servitude ? Oui, en fait, je pense que les gens maintenant doivent réapprendre à écouter leurs vrais besoins, à être à l'écoute de leurs véritables intérêts et doivent arrêter d'être manipulés par des mots vides de sens, comme la démocratie, la liberté, parce que vous savez que, en fait, plus on parle des choses, moins elles existent. Et qu'ils ont utilisé tout un tas de vocabulaire, y compris le Parlement, etc. En droit, il y a des exemples fantastiques dessus. Ils ont utilisé un vocabulaire pour le faire changer de sens à chaque fois et rendre finalement l'ensemble du système confus. Donc je pense que la confusion est peut-être l'arme la plus redoutable que ces financiers ont imposée aux populations, de sorte qu'elles ne sont plus capables de tirer le vrai fil conducteur à la fois des institutions et de leurs intérêts à la fois personnels et politiques. Cette confusion qui mène, on l'a vu, beaucoup de Français dans la dépression.
Absolument. Donc cette maintenant, illisibilité des événements. Oui, la seule façon d'en sortir, c'est que les gens sortent des mots M-O-T-S vides de sens et qui sont en revanche riches de mots M-A-U-X de nature sociale, politique et économique et tout ce qu'on veut, pour se remettre à réfléchir sur quels sont leurs vrais intérêts à eux. Est-ce que le droit est à leur service? Est-ce que les règles qu'on impose sont vraiment là pour leur rendre service et pour les aider dans la vie quotidienne? Ou est-ce qu'il y a une volonté clairement différente de leurs propres intérêts? Je pense que les difficultés arrivant de plus en plus, les difficultés de plus en plus violentes arrivant, si vous voulez, les gens vont se réveiller de leur gueule de bois parce qu'ils ont été dans l'illusion démocratique depuis quand même des centaines d'années. On ne sort pas de l'illusion démocratique du jour au lendemain. Si vous voulez, c'est un parcours du combattant qui permet de réfléchir à nouveau sur le sens des mots, le sens des institutions et le sens profond des intérêts. Justement, les mots, vous en proposez un nouveau, c'est votre contribution sur votre site Valérie Bugeaud, je le rappelle, sur valériebugeaud.fr. Révolu droit pour un droit au service des humains, qu'est-ce que c'est? Oui, en fait, Révolu droit se veut comme une future école de droit alternative et se veut aussi comme le fondement d'une réflexion sur le renouveau des institutions et le renouveau de la vie en commun. Vous le dites, le droit est le moyen essentiel qui véhicule une culture, une conception du monde et de la vie en commun. C'est ce qui est à la base de tout. Oui, c'est ça. En fait, ça, c'est le droit au sens continental traditionnel du terme, et c'est ce droit-là qu'il va falloir réhabiliter. Donc moi, je m'adresse d'une part à des juristes pour rétablir un droit commun de nature civile fondé sur une réévaluation du droit naturel, parce qu'il faut revoir le droit naturel, en tout cas ses manifestations à l'aune de ce que l'on connaît au niveau scientifique et au niveau maintenant des relations des organisations humaines. Et puis, je m'adresse aussi à des gens qui sont capables d'organiser des réseaux, des groupes de discussion, que ce soit sous forme dématérialisée ou sous forme physique, pour inciter les gens à nouveau à réfléchir, à véhiculer les réformes que j'ai proposées de l'institution, des institutions et que vous trouvez sous forme de schéma sur mon site, et la réforme aussi de l'entreprise, parce que la réforme de l'entreprise est tout à fait indispensable à mettre en œuvre pour rééquilibrer les rapports sociaux parce que la réforme de l'entreprise que je propose, en fait, c'est une émanation de ce qu'on a appelé la participation, et cette participation a des racines, je le rappelle, au XIXe siècle dans la doctrine sociale de l'Église, ce qu'elle était à l'époque, avant qu'elle ne disparaisse. De l'entreprise, on peut la trouver dans votre ouvrage « La nouvelle entreprise » publié chez Sigest. Qui est une vulgarisation de mes travaux de thèse. Vous appelez donc à une réinitialisation de notre droit civil, mais pas que, le droit économique. Le droit économique, à quoi ça ressemblerait un droit français économique détaché du droit anglo-saxon? Non, il n'y a pas de droit français économique. Le droit français économique n'existe pas. Il y a le droit, il est droit ou il n'est pas droit. Il est pour tout le monde pareil. Le droit, c'est quoi? C'est la responsabilité, c'est les règles en matière d'identification claire des acteurs économiques, sociaux, politiques. Et c'est une identification claire des responsabilités et des limites mises au pouvoir de chacun. Oui, mais tout de même, droit de l'entreprise et réhabilitation de la monnaie. Oui, droit de l'entreprise et réhabilitation de la monnaie, effectivement, ça rentre dans le domaine qu'on peut appeler économique. Mais j'estime que les droits d'exception que sont le droit commercial et le droit administratif doivent disparaître. De toute façon, il y a beaucoup de corrélations en matière contractuelle, par exemple, entre le droit administratif et le droit civil. Donc ça ne posera pas tant de problèmes que ça, mais il faut quand même travailler dessus. Et il y a quand même beaucoup de scories, si je puis dire, à évacuer dans tous ces... Il y a un vrai travail de fond à faire et j'appelle les professionnels à me rejoindre dans cet objectif.
Et également une réinitialisation du droit pénal. Est-ce que vous remetteriez en cause la réforme du droit pénal des années 90 ? Les réformes du droit pénal, il y en a tout le temps, si vous voulez. Je pense que le droit pénal doit être effectivement revu de fond en comble, avec une réévaluation de l'échelle des peines, une réhabilitation des règles relativement simples et une suppression de tout un tas de ce que j'appelle scories de règles qui sont des règles parasites qui nuisent à la compréhension du schéma d'ensemble sur lequel une société veut se fonder, quoi. Valérie Bugeaud, donc pour nos téléspectateurs, vous pouvez la retrouver et lui proposer votre aide. D'ailleurs, vos contributions sur son site valériebugeaud.fr. Je rappelle les titres de vos ouvrages, donc Du Nouvel Esprit des lois et de la monnaie, coécrit avec Jean-Rémy Passionnant, La Nouvelle Entreprise, Les raisons cachées du désordre mondial, qui avait d'ailleurs déjà fait l'objet d'un Politique Éco que l'on avait animé ensemble, et Demain dès l'aube, Le Renouveau. C'est un bon programme qui peut-être redonnera l'espoir. Oui, et puis déjà va supprimer un peu de confusion dans les esprits, va remettre les choses, les idées au clair, et après ça permet de repartir sur des bases plus saines et de repartir effectivement. Vous savez, c'est comme vous touchez le fond de la piscine, vous donnez un grand coup de pied et puis vous remontez à la surface. Merci à vous tous de nous avoir suivis et merci à vous Valérie Bugeaud. Merci beaucoup Pierre de votre invitation.